BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 17 sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez. La guerre en Ukraine se passe aussi sur le terrain alimentaire. La Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs de céréales. Les cours flambent en ce moment, on commence à craindre des famines à travers le monde. Il y a quelques jours encore, le ministre de l'économie disait que la crise serait longue et serait durable. Pour en parler avec nous, on a nos deux invités. À distance, Mathieu Brun, bonjour. Bonjour. Chef de la recherche économique à la Fondation Farm. Et avec nous en plateau, Thierry Pouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste aux chambres d'agriculture. Quand le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit « la crise sera longue, elle sera durable », est-ce que finalement ce ne serait pas le secteur agricole qui serait le plus touché par la guerre en Ukraine aujourd'hui, Thierry Pouche ? Quand on regarde le poids que représentent l'Ukraine et la Russie sur les marchés céréaliers mondiaux, on peut effectivement avoir des raisons légitimes de s'inquiéter. L'Ukraine, c'est 4% de la production mondiale de blé, presque 12% des exportations mondiales. Ça représente 18% des exportations de maïs. Et la Russie, c'est même plus que cela, puisque ça représente à peu près 11% de la production mondiale de blé et 22% des exportations mondiales de blé. Donc si la guerre endommage évidemment les productions plus les circuits de commercialisation, il va y avoir effectivement une quantité disponible qui va être diminuée. Alors peut-être pas sur l'année 2022 parce qu'il y avait des stocks mondiaux suffisamment conséquents, mais c'est plutôt sur une projection 2023 qu'il va falloir s'inquiéter. Oui, c'est ça. Mathieu Brun, je vous pose la question, c'est à court terme qu'on peut ressentir directement les effets de la guerre sur les cours des marchés alimentaires mondiaux ? On peut déjà voir effectivement le prix de la tonne de blé qui a beaucoup augmenté ces derniers mois à des niveaux qui sont bien supérieurs à ceux d'il y a une quinzaine d'années quand déjà le monde a connu une crise alimentaire. Et c'est à court terme pour beaucoup de pays parce que tous les pays du monde ne peuvent pas produire suffisamment de blé pour nourrir leur population ou de maïs ou de tournesol et donc d'huile de tournesol. Donc il y a une partie des pays de la planète, en particulier au Moyen-Orient, en Méditerranée et en Asie, qui dépendent énormément de la production et de l'exportation de l'origine mer Noire avec la Russie et l'Ukraine, qui eux se trouvent dès aujourd'hui confrontés à des pénuries et à des risques de crise alimentaire ou de soudure alimentaire dans le futur. 400 € la tonne, c'est redescendu un petit peu depuis quelques jours. Combien de temps est-ce que c'est tenable, Thierry Pouche ? Combien de temps avant que les pays soient vraiment en difficulté ? On a déjà quelques difficultés dans certaines régions. On a appris ces dernières 48 heures qu'en Tunisie, mais aussi en Irak, il y avait déjà quelques protestations de la part de la population sur la cherté du prix du pain notamment. Donc il va y avoir quelques difficultés, sans compter que l'Ukraine et la Russie envisagent de retenir un certain nombre de volumes pour justement satisfaire les besoins intérieurs. Donc ça ne fera qu'amplifier évidemment les questions d'accessibilité à ces denrées alimentaires. L'Ukraine possède la plus grande superficie de terres arables d'Europe et 25% des plus fertiles. À quel point c'est important l'Ukraine ? On parle beaucoup de sa terre noire, Mathieu Brun. Effectivement, l'Ukraine a été connue comme le grenier à grains de l'Europe. Et ces terres, les Tchernovium, qui sont des terres très riches, très fertiles, sont extrêmement importantes pour la sécurité alimentaire de la région et de l'ensemble de la planète. L'Ukraine dépend à 40% pour ses exportations de l'agriculture. 20% de sa population travaille en agriculture. Donc on a de l'autre côté de la Méditerranée, le Liban par exemple, aussi et d'autres pays qui dépendent de ces terres-là pour pouvoir produire la sécurité alimentaire, leur sécurité alimentaire, puisque dès aujourd'hui on voit des difficultés d'acheminement, d'approvisionnement, et ça fait craindre des risques de tensions sociales très importantes. Il ne faut pas oublier que l'Égypte dépend pour moitié de l'extérieur pour ses approvisionnements en blé, un blé qui est très important puisque là-bas un seul mot désigne le pain et la vie, VIE. Donc on voit bien que déjà les autorités s'inquiètent de risques de pénurie, d'inflation aussi parce que les prix de l'énergie sont très chers et tous ces éléments-là constituent des risques très importants en termes de tension sociale. Un peuple qui a faim, c'est un peuple qui risque de se révolter contre ses gouvernements. Oui, c'est ça, le risque de chaos. C'est Antonio Guterres qui disait, le secrétaire général de l'ONU, nous devons faire tout notre possible pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. C'est ça qui nous menace, peut-être plus que, entre guillemets, le risque nucléaire évoqué par Vladimir Poutine, l'effondrement du système alimentaire mondial ? Alors,
Pour l'instant, il ne faut peut-être pas être trop alarmiste. Il y a eu sur l'année 2021 des récoltes suffisamment abondantes. Je parlais tout à l'heure de stocks disponibles qui restent encore conséquents. Un pays comme l'Algérie, qui dépend crucialement de l'extérieur pour ses approvisionnements en blé notamment, a rappelé que jusqu'à l'automne, ces stocks devraient être suffisants. Mais c'est encore une fois après que ça peut poser problème si le conflit s'installe dans la durée. Pour l'Algérie, en plus, étant donné qu'ils sont producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz, au regard du prix de ces produits énergétiques, ils peuvent honorer les factures, en tout cas sur une courte période. En revanche, ça sera plus difficile pour les pays qui sont dépourvus de ces ressources énergétiques. Là, il va falloir effectivement songer à les aider pour qu'ils achètent. D'ailleurs, il semblerait qu'aux États-Unis, on réfléchisse sur un projet de subvention aux importations de ces pays-là. Donc c'est pour vous montrer à quel point on redoute du côté des pays industrialisés les soulèvements populaires qui ne feraient qu'augmenter l'instabilité géopolitique actuelle. Même si vous le dites, Thierry Pouche, les stocks mondiaux sont peut-être suffisants pour l'instant pour combler la demande. On n'est pas à l'abri d'avoir un accident climatique. Ça arrive quand même assez régulièrement. Aujourd'hui, une sécheresse, une météo capricieuse. Et puis, c'est des récoltes de blé qui seraient fichues. Enfin, on peut avoir ce genre de phénomène-là qui peut apparaître. C'est le grand risque, c'est la grande inquiétude. D'autant plus que la Chine, qui est quand même un producteur de blé assez important, même si elle ne couvre pas totalement ses besoins intérieurs par sa production domestique, il y a une sécheresse importante et donc la production 2022 de blé devrait être insuffisante. Donc elle va probablement se porter acheteuse sur le marché mondial. Ça, c'est une première chose. Et pour les perspectives de moyen terme, c'est simplement que dans la mesure où la Russie exporte du gaz et qu'à partir de ce gaz, on fabrique des engrais, si évidemment il y a moins d'intrants dans les mois qui viennent, pour les producteurs européens notamment, eh bien on aurait là une raison supplémentaire de s'inquiéter, parce que même un pays comme la France pourrait manquer d'engrais pour pouvoir continuer à produire des céréales. Alors justement, on va y venir sur ces questions-là qui parlent de souveraineté alimentaire également. Mathieu Brun, la France, elle ne manque pas de blé, mais vous parliez à l'instant de retenues qui peuvent être faites sur les céréales aujourd'hui au niveau du conflit ukrainien. Est-ce qu'on risque d'affamer le monde si on pense d'abord à alimenter les marchés européens ? La question est de savoir qui va pouvoir prendre le relais par rapport à la Russie et à l'Ukraine aujourd'hui. On a un petit peu de stock, de réserve au sein de l'Union européenne avec la France, peut-être un petit peu aux États-Unis et en Argentine. La question, elle se pose bien entendu sur des pays qui n'ont pas aujourd'hui les capacités de produire suffisamment pour leur population. Et toute la réflexion autour de la souveraineté alimentaire, elle est très importante. Il faut avant tout penser l'accompagnement des filières dans les pays qui dépendent des importations pour développer des filières locales de transformation de céréales locales. Bien entendu, l'Égypte, qui est un bon exemple, ne pourra pas demain produire pour toute sa population suffisamment. Donc il faut bien entendu que l'Europe, comme l'ont rappelé les ministres aujourd'hui ou hier en France, le ministre de l'Agriculture, assume sa production, assume sa mission productrice pour ces pays qui dépendent bien sûr de l'extérieur. Mais il faut s'engager aussi dans des transitions agroécologiques, puisque comme Thierry Pouche l'a rappelé, le fait de dépendre pour une bonne partie du gaz russe pour produire des engrais en France nous expose aussi à devoir revoir nos modes de production et penser les modes de production au niveau de l'exploitation agricole française, de la ferme France, dans une économie circulaire, dans la mesure où si on veut continuer à produire suffisamment, il faut penser ces dépendances, il faut penser cette souveraineté, et toujours en le faisant, en pensant à son environnement régional et aux pays qui ne peuvent pas produire suffisamment pour leur population. Et avant de parler de la stratégie européenne justement de souveraineté alimentaire, revenons sur peut-être cet enjeu géopolitique, puisqu'aujourd'hui la Russie, vous l'avez dit, alimente le Liban, la Tunisie, l'Égypte en particulier. Est-ce que l'Europe n'aurait pas intérêt à jouer de solidarité avec ces pays-là en leur apportant ces céréales, plutôt que ces pays-là restent dépendants de la Russie et qu'ils se retrouvent aujourd'hui à ne pas pouvoir trop critiquer finalement la Russie, où le blé deviendrait une arme à la main de Vladimir Poutine? L'exemple, il est marquant sur l'Égypte et sur la Syrie. Vladimir Poutine a vraiment mis en place une diplomatie du blé vers ces pays-là. La Syrie, c'était un grenier à grains aussi au Moyen-Orient. Depuis la guerre dévastatrice et le conflit qui a lieu à l'intérieur du pays, la Syrie dépend totalement de la Russie pour ses approvisionnements en grains. Et donc, ça crée des dépendances qui sont aussi politiques, qui sont aussi très intenses. On le voit avec la Chine dans le cadre des routes de la soie. Il faut qu'en fait penser toutes ces formes de dépendances multiples
multiplier les sources d'approvisionnement. Et la France doit aussi avoir dans son arc diplomatique les questions agricoles et alimentaires qui ont longtemps été mis au second plan, mais depuis quelques années, depuis au moins 3 ou 4 ans, on voit dans le discours politique au moins un retour de ces questions agricoles, de cette force agricole, de ce soft power agricole et alimentaire qui doit jouer aussi auprès des partenaires français, que ce soit en Algérie, vers le Maroc qui est aussi exposé à une grave sécheresse cette année et qui pourrait voir ses approvisionnements et sa production nationale diminuer. On a des relations économiques qui sont très intenses et très fortes, des relations de recherche aussi et des relations partenariales qui sont très fortes. Il faut travailler dans ce sens-là pour multiplier justement les canaux de distribution et ne pas faire en sorte que les pays se trouvent contraints de dépendre d'un seul pays pour leurs approvisionnements alimentaires. Le food power presque on pourrait dire. Alors justement, pour garantir notre souveraineté alimentaire en Europe, quelle stratégie? Le gouvernement, les principaux lobbies agro-industriels et le syndicat agricole majoritaire en Europe, la COPA-COGECA, plaide en faveur de libérer, on va dire, les contraintes, la réglementation en ce qui concerne l'environnement. Thierry Pouche, est-ce que c'est ça qui pourrait freiner la production européenne? Toutes les réglementations en faveur de l'environnement? Ça c'est un exercice qui pourrait être périlleux d'une certaine façon, mais je crois que l'Europe est dans une espèce de quadrature du cercle aujourd'hui. Elle avait annoncé en 2019 un plan vert, ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert, pour essayer de cheminer vers une sorte de décarbonation de l'économie et principalement du secteur agricole. Là, il y a une force de rappel géopolitique qui va évidemment l'obliger d'une certaine manière à réexaminer son plan, même si il y a pas mal de divergences au sein de l'Union européenne sur ce sujet-là. Mais je crois qu'il faut regarder la temporalité. À court terme, je pense qu'il va y avoir nécessité de débrider un petit peu les forces productives, sans pour autant remettre en cause à long terme certaines perspectives environnementales, parce que c'est quand même une pression maintenant suffisamment lourde. Mais je crois que là, il y a une urgence pour que l'Europe puisse affirmer sa souveraineté alimentaire et essayer de réexaminer à court terme, encore une fois, son projet stratégique. Donc dans l'urgence, on allège un petit peu les contraintes environnementales, mais à long terme, et ce sera malheureusement ma dernière question, Mathieu Brun, est-ce que pour garantir notre souveraineté alimentaire, il ne faudrait pas plutôt s'assurer que notre production soit moins dépendante des autres? On parlait des engrais avec les énergies, donc non plus une production exportatrice, mais une production plutôt résiliente. La dépendance, c'est pas un problème tant qu'on peut coopérer et justement être conscient de ces dépendances. Enfin, c'est ça la souveraineté aujourd'hui, c'est être conscient de ces politiques et faire des choix pour limiter ces lock-in, ces verrouillages de production. Je pense que Thierry Pouche a raison de rappeler que la stratégie européenne, c'est une trajectoire à long terme et que pour atteindre tous ces objectifs, il va falloir passer aussi par des réflexions sur nos modes de production, sur nos modes de consommation alimentaire. N'oublions pas qu'à l'échelle planétaire, une bonne partie de la production de céréales va pour la nourriture des animaux. Donc il faut aussi penser peut-être nos modes de consommation pour avoir une sécurité alimentaire mondiale qui soit mieux garantie. Et le repli sur soi n'a jamais été une solution. On a toujours commercé, on a toujours échangé depuis l'Empire romain qui allait chercher son blé de l'autre côté de la Méditerranée. Donc se fermer, se replier sur soi, ce n'est pas une solution. Par contre, travailler sur de la coopération, l'alimentation, l'agriculture, la production agricole, c'est le bien commun de l'humanité. Et donc il faut pouvoir travailler de manière coopérative dans le sens de cette sécurité qui doit être globale. C'est un bien commun. Et donc dès qu'on a un conflit, dès qu'on a une guerre, la sécurité alimentaire ne fait que augmenter. La solution, c'est avant tout la coopération et l'échange. La solidarité, la coopération, faire de la sécurité alimentaire un bastion. Merci beaucoup Mathieu Brun, chef de la recherche économique à la Fondation Farm. Merci Thierry Pouche, chef économiste aux chambres d'agriculture, d'être venu dans 60 minutes business.